Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. La première nouvelle dont je veux vous parler, c'est évidemment ma présence en France. Pour une fois, je serai en France le mercredi 8 février et je donnerai une conférence à 19h au pub Le Dr D. Je serai en compagnie de mon collègue local, chercheur à Grenoble, au synchrotron de Grenoble, Vincent Fernandez, qui lui aussi est paléontologue. Donc tous les deux, nous allons faire des conférences sur nos recherches respectives. Donc n'oubliez pas, mercredi 8 février, 19h, au pub grenoblois, le Dr D. Arrivée recommandée à 18h30 si vous voulez être sûr d'avoir une place assise. Et puis, je vous laisse un petit commentaire épinglé en dessous de cette vidéo pour vous tenir au courant si jamais il y a des changements. Mais normalement, ça devrait pas bouger. Mercredi 8 février à 19h, venez nombreux. On continue avec les petites annonces, les petits trivia, les petits faits divers de la paléontologie avant d'attaquer la grosse recherche. Donc déjà, Kevin Padian, dans la revue Nature, nous rappelle que la découverte, enfin l'annonce officielle de la découverte du premier dinosaure non avien à plumes, parce que sinon on va me sortir l'Archéoptérix, donc l'annonce de la découverte du premier dinosaure non avien à plumes, c'était, mesdames et messieurs, il y a 25 ans. Il y a 25 ans, 1998, champion du monde et Sinosauropteryx, premier dinosaure non avien à plumes découverte. Et quelle découverte, regardez, les plumes étaient si bien préservées, regardez ce petit duvet là qu'il a sur le dos, c'était si bien préservé qu'on arrive même à voir les rayures sur sa queue. Donc vous voyez, quand on vous dit quand on vous demande des grandes preuves, vas-y, pour faire des grosses hypothèses, faut donner des grosses preuves. Bah là, regardez l'interprétation de ce petit fossile là, elle ne laisse aucun doute sur le fait que ce machin c'est un dinosaure théropode, pas encore un oiseau, on voit la taille des bras est assez chétive, et ça ne laisse aucun doute sur le fait qu'il est couvert de plumes. Donc à l'époque, il a fallu sortir des grosses preuves pour montrer que même les dinosaures non aviens avaient des plumes, et ce fossile, c'était vraiment le fossile parfait pour commencer. Donc voilà, c'était déjà il y a 25 ans, ça fait 25 ans maintenant que la Chine nous abreuve de ces magnifiques dinosaures emplumés. On continue avec les trivia avec un paléontologue accusé de falsifier des données sur l'astéroïde qui a tué les dinosaures. Alors, vous le connaissez ce paléontologue, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, son nom c'est Robert De Palma. Robert De Palma, il est connu, j'en ai parlé par exemple sur les T-Rex, parce que c'est lui qui avait publié la découverte d'une dent de T-Rex fichée dans une vertèbre d'Hadrosaure. Vous voyez, la preuve ultime que T-Rex était un prédateur, c'est une dent de T-Rex fichée dans une vertèbre d'Hadrosaure et qui a cicatrisé, ce qui montre que du coup, enfin la vertèbre d'Hadrosaure, pas la dent, la vertèbre d'Hadrosaure a cicatrisé autour de la dent, ce qui veut dire que l'Hadrosaure était vivant, ce qui montre que le T-Rex était prédateur. Bon ça c'était De Palma, et De Palma c'est aussi lui, on en a parlé sur la vidéo Le Dernier Jour des Dinosaures, pas ce documentaire-là, l'autre, celui qui est bien. Il y a un documentaire qui s'intitule Le Dernier Jour des Dinosaures qui est bien, je vous le mettrai dans la description. Et en gros, dans ce documentaire, c'est tout un documentaire en fait sur le site que De Palma étudie, qui s'appelle Tanis, et qui est littéralement un dépôt qui s'est formé le jour de la mort des dinosaures. Enfin, le jour de l'extinction massive, fin Crétacé, début Paléogène, le jour où l'astéroïde est tombé. Voilà. Ça s'est formé à ce moment-là. Et il développe dans ce documentaire, évidemment, les preuves étant essentiellement d'origine géologique, Et donc, c'est lui qui a étudié ce site. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo correspondante si vous voulez en savoir plus, si vous en avez jamais entendu parler. Mais bref, c'était lui. Et donc, un des multiples articles qu'il a publié sur le site de Tanis contiendrait des données falsifiées. En tout cas, c'est une accusation qui a été faite par cette personne ici, Melanie During. Donc Melanie During accuse De Palma en fait d'avoir falsifié des données afin de basiquement il travaillait sur la même chose sur le site de Tanis, à savoir démontrer quand la météorite est tombée, quand dans l'année la météorite est tombée. Vous savez, si vous avez suivi Paléo News, je vous ai déjà parlé du fait que De Palma et Melanie During et leurs équipes respectives pensent que la météorite en fait est tombée au printemps, en tout cas au printemps de l'hémisphère nord, et que c'est une des multiples causes qui a causé la gravité de cette extinction, vous voyez, vu que c'est tombé au printemps, c'est la saison de reproduction. Il y a plusieurs données qui indiquent ça, il y a les pollens, il y a les poissons aussi, ils ont des poissons qui sont encore gravides, ce qui montre qu'on était au printemps, donc bref,
il y a différentes données qui s'alignent assez bien pour montrer que la météorite est tombée en printemps, ce qui aurait été une des multiples sources de la gravité de cette extinction, puisque c'était en plein dans la saison de repros. Ce à quoi j'ai répondu à l'époque dans mon Paléo News, oui, mais l'hémisphère sud. Faudrait peut-être pas oublier qu'il y a un hémisphère sud sur la Terre, et que dans l'hémisphère sud, c'était l'automne. Et pourtant, les conséquences de cette extinction de masse, par définition, vu que c'est une extinction de masse, se sont fait aussi ressentir dans l'hémisphère sud. Ça rend pas la chose plus robuste, on va dire. Ça la rend pas plus fragile non plus, puisque l'un comme l'autre, hein, vous voyez, elle qui accuse De Palma d'avoir falsifié ses données, arrive à la même conclusion. Donc ça change rien à la conclusion au final. Mais ça reste quand même assez bizarre qu'ils aient conclu que c'est à cause de ça que l'extinction ait été aussi grave, vu qu'il y a un hémisphère sud à notre planète, comme toutes les planètes. Bref, donc l'idée en gros c'est que ça change pas trop la science, c'est vraiment juste un drama quoi, hein. C'est juste un drama, et personnellement j'en pense pas grand chose, à part je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir pointé ça du doigt. Enfin, je vois pas vraiment l'intérêt pour elle de pointer une falsification des données par De Palma, dans la mesure où ça l'a pas empêché de publier son article dans une meilleure revue. En fait, elle a publié dans Science, il me semble, en tout cas c'est ce que dit cet article, si je me rappelle bien, alors que De Palma, lui, a publié dans Scientific Report qui a un impact factor inférieur à celui de Science. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est l'impact factor, c'est juste que c'est moins prestigieux. Ça veut juste dire que c'est moins prestigieux. Donc elle a publié ses données dans une meilleure revue que lui. Donc au final, ça l'a pas empêché de publier ses données, et ça, voilà. Donc je sais pas vraiment pourquoi elle l'accuse d'avoir essayé de lui couper l'herbe sous le pied au final. Et donc la falsification des données, pour dire exactement, c'est juste en fait le fait qu'il y ait certains graphes qui sont bizarres. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, il y a certains graphes qui sont bizarres, ce à quoi De Palma a répondu, oui, ils sont bizarres parce que le mec qui travaillait sur les graphes est mort pendant la rédaction de l'article et qu'on n'a pas pu récupérer ses données. Et là, t'as un silence gênant. Donc, pour l'instant, l'affaire qui a éclaté, alors c'était, j'ai téléchargé ça, c'était début décembre, n'est pas allé plus loin. Et honnêtement, je pense pas qu'elle ira plus loin, parce que De Palma, oui, je pense, a bien répondu en disant oui, le mec est mort, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait, et que de toute façon, comme j'ai dit, il y a pas eu vraiment de dommages significatifs causés. Même s'il y a eu falsification, les dommages n'ont pas été significatifs, puisque ça change rien à la science, et puis que ça change rien à la carrière de cette dame, enfin de cette demoiselle. Les deux d'ailleurs sont étudiants en thèse, donc ils sont au même niveau. Ils sont tous les deux étudiants en thèse. C'est pas genre le grand scientifique établi contre la petite étudiante fragile. Non, ils sont tous les deux au même niveau d'études. Donc bon, bref, on verra bien ce que ça donne, mais ça a fait son petit bruit, donc je me sentais obligé d'en parler. Mais honnêtement, c'est vrai que je suis pas fan de drama comme ça. Je suis pas fan de drama, mais on continue quand même avec les dramas. Avec cet article qui a été publié tout récemment, hein, c'est un des derniers trucs qui est sorti, dans une revue d'archéologie. Je connais pas vraiment les revues d'archéologie, c'est le Cambridge Archaeological Journal, dont je n'ai pas compétence pour évaluer le prestige. Mais en gros, c'est un article qui est publié en partie par c'est les résultats des recherches d'un amateur, en fait. Du moins, c'est comme ça que l'article a été vendu par la presse. C'est les résultats des recherches d'un amateur qui a passé très longtemps à regarder des images de peinture murale, et qui a remarqué en fait qu'il y avait des petits points, des petits traits un peu partout. Et donc, il en a déduit que ça pouvait être un espèce de proto-système d'écriture ou de proto-système numérique qui servait en fait à calculer le nombre de mois lunaires pour indiquer pour chaque animal la période de reproduction en mois lunaires. Donc c'est une découverte, si c'est vrai, c'est une découverte qui est assez ouf, parce que ça veut dire non seulement qu'on a déjà un système de proto-calcul, de proto-écriture, mais en plus on a un système, de proto-écriture dans le sens système de communication écrit, hein. Mais en plus ça veut dire qu'ils avaient une connaissance de l'astronomie, puisque c'est des mois lunaires, et une connaissance de la biologie des animaux qu'ils chassaient. Donc ça, évidemment, l'intérêt de connaître les périodes de reproduction des animaux que tu chasses, ça permet de gérer les cheptels en quelque sorte. Si vous connaissez les périodes de reproduction, vous n'allez pas surchasser les femelles et ainsi permettre au troupeau de se renouveler et l'année d'après avoir toujours des proies en abondance.
Donc là, on aurait une connaissance de l'astronomie, de la biologie, de la gestion de troupeaux, etc. C'est une énorme hypothèse qui est faite ici. Mais, alors je vais pas... Les objections que je m'apprête à faire ne sont pas les miennes, ce sont celles de Jean-Loïc Lequelec, qui est un vrai expert, contrairement à moi. Je ne suis pas un expert en peinture murale, mais Jean-Loïc Lequelec a quand même émis de grosses réserves quant à cet article, et notamment le fait que déjà, certains des éléments qu'il compte, autant là, vous voyez sur la première figure, il y a des points, il y a un nombre de points bien spécifique qui peut désigner le nombre de mois, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 points qui désigneraient 6 mois lunaires, donc ça voudrait dire que cet animal se reproduit au bout de 6 mois lunaires à partir d'un moment donné. Là, le poisson, il y a 1, 2, 3 taches, donc ça veut dire 3 mois lunaires après une période donnée. Bref. Jean-Loïc Lequelec a pointé du doigt quand même que autant pour ça marche, autant pour ça là ça marche beaucoup moins bien. Là compter ça comme étant la même chose, compter ces traits en forme de Y comme étant exactement la même chose que ce qui sont des points définitivement ici et des espèces de barres ici, c'est quand même assez douteux. Particulièrement quand ils font définitivement partie du dessin, vous voyez comme ici là ça fait définitivement partie du cou de l'animal. Et donc ça c'est déjà le premier problème. Et le deuxième problème c'est que pour arriver à ce résultat-là, d'après Jean-Loïc Lequelec, encore une fois, et je vous mettrai son article dans la description histoire que vous puissiez voir toutes ses critiques parce qu'il en a beaucoup. Je vais vous donner que les deux qui moi m'ont le plus convaincu, mais il y a beaucoup de critiques qu'il a fait à propos des données qui sont présentées dans cet article. Mais en gros, il s'est limité du coup aux tâches et aux traits et aux marqueurs qui ont entre 1 et 12 marqueurs en fait. Et 13 marqueurs, puisque c'est des mois lunaires, ils sont un peu plus courts que nos mois du calendrier qu'on utilise. Donc il s'est limité à aux tâches ou aux traits qui n'allaient que par nombre de 13 ou moins. Donc s'il y avait 13 tâches, ça allait. Par contre, quand il y avait plus de 13 tâches, il les a exclus du jeu de données. Enfin, ils les ont exclus, puisqu'il est pas tout seul quand même, ils sont plusieurs à s'y être mis. Quand il y avait plus de 13 tâches, ou plus de 13 points, ou plus de 13 traits, en fait, ils les ont exclus du jeu de données. Et Jean-Loïc Lequelec en fait la liste, et c'est embarrassant de voir la quantité qu'ils ont exclus. La quantité de données qu'ils ont exclus pour qu'en fait, ça rentre dans un tableau à 13 mois lunaires. Donc c'est... Oui, je suis d'accord avec Jean-Loïc Lequelec, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, faut s'en méfier. Et en plus, c'est pas la première fois que quelqu'un propose ça, en fait. C'est-à-dire que ça a été vendu par la presse comme étant super nouveau, super révolutionnaire. Moi-même, je me suis emballé dessus, hein. Si vous me suivez sur Twitter, vous m'avez vu partager le truc en disant, waouh, si c'est vrai, ce serait super intéressant. Mais il faut bien dire les choses comme elles sont. Ça a peu de chances d'être vrai et une autre bonne raison pour laquelle ça a peu de chances d'être vrai, c'est que ça fait longtemps que ça a été proposé comme hypothèse et que c'est pas plus vrai. En fait, ça a déjà été exclu dans les années 60 et c'est pas plus vrai maintenant que ça ne l'était dans les années 60. Voilà. Donc bon, voilà, je vous mets l'article de Jean-Loïc Lequelec dans la description, juste pour que vous puissiez lire ce que Jean-Loïc Lequelec a à dire sur le sujet, parce que mon avis, en tant que non-expert, ne vaut pas grand-chose. Je trouve juste que Lequelec a des arguments quand même assez percutants et assez efficaces contre cette interprétation, mais comme je le dis, si c'est vrai, ça voudrait dire quand même qu'il savait beaucoup de choses sur l'astronomie, sur la biologie, etc., etc. Choses qui sont pas non plus extraordinaires. Je veux dire, on s'attend quand même à ce que des chasseurs-cueilleurs sachent ces choses-là, mais ça resterait vachement intéressant si ça l'était. On continue toujours avec les choses très débattues, très discutées, qui ont fait le buzz, mais pas forcément positif, avec cette annonce. Le tyrannosaure, vous l'avez certainement vu passer sous ce titre-là, les tyrannosaures étaient malins comme des singes, étaient intelligents comme des babouins, les dinosaures étaient intelligents comme des babouins, des titres un peu putassiers comme ça. Bon tout ça, ça vient de cet article de la neurologue Susanna Herculano-Uzel, dont on avait déjà parlé. Alors j'avais déjà parlé de Susanna Herculano-Uzel parce qu'à la base elle travaillait sur les proboscidiens, donc on avait parlé d'elle sur la vidéo Paléoneurologie des proboscidiens. Et on avait parlé de cet article-là déjà, en particulier, avant qu'il ne soit publié, parce qu'il était accessible en préprint.
On en avait parlé dans la vidéo sur le tyrannosaure, donc toute la biologie du tyrannosaure. Hein. J'avais discuté, entre autres, du nombre de neurones qu'il y avait dans la petite tête d'un enfin dans la grosse tête, mais la petite boîte crânienne d'un tyrannosaure. Donc j'ai déjà fait une critique assez complète de cet article-là, mais bon, je vais vous la réexpliquer très rapidement maintenant, mais je vous invite très franchement à aller voir la critique plus complète que j'ai déjà faite de cet article-là dans la description. Donc cet article, il nous dit les théropodes, les dinosaures théropodes, avaient un nombre de neurones télencéphaliques équivalent à celui des primates. Télencéphalique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le cerveau, mais on exclut le cervelet et toutes les structures en fait qui servent pas à réfléchir. Tout votre cerveau entier ne sert pas à réfléchir. Il y a certaines structures qui ne servent pas à réfléchir. Le cervelet, c'est essentiellement de la coordination motrice, l'hippocampe, etc. Les structures qui sont très à l'intérieur, on appelle ça généralement en langage courant, on appelle ça le cerveau reptilien. Même si c'est faux d'appeler ça un cerveau reptilien, mais c'est le cerveau c'est la partie du cerveau qu'on a en commun avec les reptiles. En fait, cette partie du cerveau-là, elle est quasiment complètement dépourvue de structures qui permettent de réfléchir, en fait. Il y a beaucoup de glandes, par exemple. Il y a des glandes, il y a la glande pinéale, il y a l'hypothalamus, etc. Ça sert pas à réfléchir. Il y a même pas de neurones là-dedans. Donc la partie télencéphalique du cerveau, c'est la partie qui sert à réfléchir. Donc chez nous, elle inclut notamment le néocortex. Donc tout ce qui est cortex cérébral de manière générale. Et on exclut les bulbes olfactifs et on exclut tout ce qui sert pas à réfléchir. Donc ce nombre de neurones télencéphaliques, celui qui sert à réfléchir, chez les théropodes, si on en suit Herculano-Houzel, serait le même que chez les primates. Et donc ça, immédiatement, quand on vous dit ça veut dire, waouh, les théropodes, et notamment Tyrannosaurus rex, qui en fait partie, étaient intelligents comme des singes. Et c'est exactement ce qui est illustré un peu plus bas. Bon, il y a beaucoup de graphes, il y a beaucoup de choses comme ça, mais c'est exactement ce qui vous est illustré ici. Donc voilà, le nombre de neurones augmente quand on va vers la gauche. Ici, vous avez le chimpanzé, ici, vous avez le babouin, et tyrannosaure, vous voyez, il est entre les deux. Il est à moitié entre le singe, enfin le babouin et le chimpanzé. Ça veut dire qu'il était super intelligent, et c'est là qu'il faut faire attention. C'est là qu'il faut faire attention. Nombre de neurones égale intelligence est une équation fausse. Nombre de neurones égale intelligence, c'est ce que le titre essaye de vous faire croire en comparant le tyrannosaure avec les singes. Par exemple, en nombre de neurones, nous, êtres humains, avons le même nombre de neurones télencéphaliques qu'une baleine. Et même pas une grosse baleine, une baleine de mink. C'est-à-dire qu'une baleine bleue a beaucoup plus de neurones télencéphaliques que nous. Et si l'intelligence était synonyme de nombre de neurones télencéphaliques, eh ben ça ferait longtemps que les baleines, elles seraient sur la Lune. Ça ferait longtemps que les baleines nous auraient dépassés technologiquement. Ça ferait très longtemps que les baleines auraient bâti une civilisation qui n'existe à l'évidence pas. Voilà. Donc on a déjà du mal même à savoir si comment elles communiquent entre elles. Si elles communiquent entre elles, c'est déjà difficile à déterminer. Si neurone était égal à intelligence, ça se verrait beaucoup plus. Enfin, du moins, si on peut considérer la communication comme étant un phénomène lié à l'intelligence, évidemment. Mais bref, là où je veux en venir, c'est que si le nombre de neurones égale intelligence, il y a rien d'évident en fait dans ce lien. Il y a absolument rien d'évident. Si, normalement, évidemment, quand on se dit ouais, plus t'as de neurones, plus t'es censé être intelligent. Oui, mais ce serait négliger un truc qui s'appelle la taille du corps. Et c'est exactement ce que fait Herculano-Houzel dans cet article. Herculano-Houzel néglige complètement la taille du corps. Elle prend la taille du cerveau de Tyrannosaurus rex, tel que préservé par des moulages endocrâniens. Donc la taille, en fait, finalement, le volume de la boîte crânienne, c'est même pas le cerveau lui-même, c'est le volume de la boîte crânienne qui contenait le cerveau. Et d'après le volume de la boîte crânienne, elle en déduit que, étant donné que c'est une grosse boîte crânienne, on doit pouvoir mettre beaucoup de neurones dedans. C'est plus compliqué que ça, mais je vous le simplifie, hein. Mais en gros, plus vous avez une grosse boîte crânienne, plus vous pouvez y coller de neurones, et donc plus vous êtes intelligent. C'est normal si on suit cet article, ce serait normal. Et c'est vrai que ça a du sens en soi, quand je vous l'explique comme ça a du sens. Oui, mais c'est négliger le fait qu'on ne s'attend pas à ce qu'un gros animal ait autre chose que des gros organes. Comme les baleines, par exemple. Les baleines sont des gros animaux. On ne s'attend pas à autre chose qu'elles aient des gros cerveaux.
Et on ne s'attend pas à autre chose que de voir beaucoup de neurones dans ces gros cerveaux. Mais ça veut pas dire pour autant que nombre de neurones égale intelligence. Encore une fois, si nombre de neurones était égal à intelligence, ça ferait 2 millions d'années que les baleines auraient dû atterrir sur la Lune. Et bon, bah évidemment, faudrait encore que les baleines aient la moindre motivation à aller sur la Lune. Mais bon, après tout, Homo sapiens n'a pas plus de motivation qu'une baleine à vouloir aller sur la Lune. Hein. Soyons tout à fait honnêtes. Donc bref, là où je veux en venir, c'est que l'erreur qui est commise ici, à mon avis, et la raison pour laquelle cet article est publié dans Journal of Comparative Neurology, et pas dans Nature ou dans Science, hein, c'est un grand journal de neurologie, c'est un journal de neurologie assez connu, JCN, mais c'est pas non plus Science ou Nature, et la raison pour laquelle il a été rejeté de Science ou Nature, c'est déjà ce que j'avais dit dans la vidéo sur le T-Rex, c'est qu'à mon avis, négliger le fait que des gros animaux vont forcément avoir des gros organes, c'est un problème. C'est un problème. Et comme je l'ai dit, la comparaison immédiate avec les primates est fallacieuse. Là, clairement, on essaye de vous induire à penser que nombre de neurones égale intelligence en faisant ça. Alors qu'on aurait pu comparer Tyrannosaurus à d'autres animaux qui ont le même nombre de neurones estimés. Donc, pourquoi les primates en particulier ? Parce que intelligence. Parce qu'on veut vous induire parce qu'on veut vous conduire vers cette conclusion que nombre de neurones égale intelligence. Donc voilà, on essaye un peu de guider votre raisonnement en faisant ça. Donc voilà pourquoi, à mon avis, cet article, il se fait en ce moment retire sur Twitter. Et voilà pourquoi, à mon avis, on va pas vraiment retenir cette chose. Alors oui, c'est à la mode de dire que les dinosaures étaient plus intelligents qu'on ne le croyait dans les années 50, mais en même temps, c'est normal, ça c'est la science qui progresse. Il n'y a aucune preuve dans le registre fossile que les tyrannosaures pouvaient faire les choses que les primates font aujourd'hui. Ça c'est assez clair. À part peut-être communiquer, comme je dis, ils se bouffaient le nez, donc ils communiquaient en se bouffant le nez. Mais les tyrannosaures, faut pas oublier qu'ils ont aussi une biologie très rapide pour des animaux de cette taille. Hein. Ils étaient adultes à 13 ans et mouraient à 30 ans. C'est pas un terreau fertile en fait pour développer de l'intelligence, un mode de vie comme ça. Il y a beaucoup d'énergie en fait qui sont dédiées à la croissance, simplement à la croissance, et pas beaucoup d'énergie du coup qui peuvent être tournées vers le cerveau. Et évidemment, il faut rappeler que Tyrannosaurus Rex a quand même un cerveau qui est tout petit comparé à la taille de son corps. Hein. Regardez, un chimpanzé, ça a un cerveau de 600 grammes pour une taille de corps, 1m20 quoi, un petit 50 kilos, un petit 40-50 kilos. Et pour le même poids de cerveau, ou même pas la moitié de taille de cerveau chez Tyrannosaure, tient dans un corps qui fait celui de la taille d'un éléphant, de 5 tonnes, 5 à 7 tonnes. Donc vous voyez, la moitié du cerveau d'un chimpanzé dans un corps qui fait la taille de celui d'un éléphant. On n'est pas sur les mêmes rapports en fait, on n'est pas sur la même échelle. Faut avoir un gros corps, ça implique aussi d'avoir plus de neurones pour gérer ce qui se passe dans le corps. Et notamment, alors, le cervelet va se charger de la coordination motrice, ok, mais la partie corticale du cerveau, la partie télencéphalique, elle va aussi recevoir tout ce qui est un flux sensoriel. Notamment, un tyrannosaure, ça avait une très grande surface de peau, et tout ça, ça part dans la partie sensorielle qui est gérée dans le télencéphale. Donc c'est qu'un exemple des multiples raisons pour lesquelles on s'attend pas non plus à ce qu'un gros animal ait autre chose qu'un cerveau relativement gros. Mais même de ce point de vue-là, en réalité, Tyrannosaure, il a plutôt un cerveau exceptionnellement petit, pas exceptionnellement gros. Voilà tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et évidemment, il y a la dernière chose qui est à préciser, c'est que les données brutes de tout ça, ce sont des endocrânes de tyrannosaures, et qu'un endocrâne de tyrannosaure, certes, ça fait entre 300 et 400 grammes, mais un endocrâne de rhinocéros ou d'hippopotame, ça fait aussi entre 300 et 400 grammes. Donc si on mettait un hippopotame là-dedans, dans cette machine, dans ce calcul que Herculano Houzel a fait pour estimer le nombre de tailles de neurones, est-ce qu'on en conclurait aussi que les hippopotames et les rhinocéros sont aussi intelligents que les primates ? Vous voyez, si on faisait... On sait aujourd'hui, on peut compter évidemment le nombre de neurones qu'il y a chez un hippopotame et un rhinocéros, et on le sait que ça n'atteint pas le niveau des primates. Ok, d'accord, mais... si on utilisait la méthode de Herculano Houzel
en faisant mine de pas savoir combien il y a de neurones chez un hippopotame ou un rhinocéros, est-ce qu'on n'en déduirait pas que les hippopotames et les rhinocéros sont aussi intelligents que les primates? À mon avis, vu que les données qu'on rentre à la base, c'est juste taille de la boîte crânienne, bah à mon avis, on aurait du mal à pas faire cette erreur. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles je me méfie de cet article, et pour laquelle beaucoup de monde, de manière générale, se méfie des conclusions de cet article. On va pouvoir enfin commencer avec les paléo news générales, on va dire, pas les dramas, pas les trucs qui font scandale, les bonnes news, la bonne science, avec un article qui est sorti dans Journal of Vertebrate Paleontology, publié par David Hone et son équipe, qui sont des grands paléontologues des dinosaures, et qui nous annonce donc la découverte d'un petit résidu de mammifère dans un squelette du théropode Microraptor. Donc voilà le petit résidu de mammifère. Ici, c'est une main qu'on reconnaît bien avec son nombre de phalanges, en fait. Les mammifères ont un nombre de phalanges très très bien défini, voilà, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, qui sont typiques des mammifères. Et donc, on arrive à identifier cette main comme appartenant à un mammifère, et cette main se trouve logée dans la cavité stomacale, donc dans l'estomac, d'un fossile de Microraptor. Microraptor de Chine, hein, évidemment. Du Crétacé de Chine. Et ça, mesdames et messieurs, c'est la première fois de l'histoire de la paléontologie, écoutez bien, c'est la première fois de l'histoire de la paléontologie qu'on a une preuve directe que des dinosaures mangeaient des mammifères. Ça fait... non, le mot dinosaure a été créé par Sir Richard Owen en 1842, si je me trompe pas, ou en tout cas dans les années 1840, et depuis cette époque-là, on n'avait jamais trouvé la moindre preuve que les dinosaures mangeaient des mammifères, que les dinosaures carnivores, évidemment, mangeaient des mammifères. Vous vous rendez compte du truc? Est-ce que vous vous rendez compte du truc? Ça fait quasiment 200 ans. En quasiment 200 ans d'histoire de la paléontologie, quand vous avez vu à la télé, dans les magazines, un dinosaure en train de chasser un petit mammifère, eh ben on n'avait pas de preuve. C'était une hypothèse. C'était pas une hypothèse déraisonnable, hein, évidemment, mais ça n'était qu'une hypothèse. Rendez-vous compte qu'on a découvert Repenomamus, donc un mammifère avec des restes de dinosaures dans son estomac, avant d'avoir découvert un mammifère dans l'estomac d'un dinosaure. On a découvert, je répète, on a découvert un dinosaure dans l'estomac d'un mammifère du Mésozoïque avant d'avoir découvert un mammifère mésozoïque dans l'estomac d'un dinosaure. Je vous laisse cogiter ça. C'est de la folie. C'est de la folie. Donc bravo pour cet article, c'est quand même de la folie. Et évidemment, Microraptor était à peine plus gros que le mammifère qu'il a gobé, et évidemment, du coup, il ne l'a pas chassé en meute. Hein. Une fois de plus, un nouveau clou dans la tombe de l'hypothèse des droméosaures qui chassent en meute. Un autre clou dans l'hypothèse des dinosaures qui chassent en meute, l'étude des Seriema. Donc les Seriema, ce sont des oiseaux de proie qui vivent aujourd'hui en Amérique du Sud, hein, ce sont des oiseaux vivants, vous voyez, c'est des photos... Ben voilà, là, ça, voilà. Un Seriema, c'est ça. Donc ce sont des oiseaux de proie vivants, avec un petit toupet là sur le pif, là c'est très joli les Seriema, de très longues jambes, et ils attrapent les serpents avec leurs très longues jambes, et ils les éclatent comme ça au sol. Un peu comme des sagittaires en fait. Et donc ces Seriema, ils les ont étudiés parce que ils ont ceci de très intéressant, nos amis les Seriema, qu'ils ont une énorme griffe, vous voyez ici. Ils ont une énorme griffe sur le doigt numéro 2, exactement comme les avaient les raptors, enfin les droméosaures du coup. Du coup c'est un très bon analogue fonctionnel au moins, ça veut pas dire qu'ils les ont hérités de leurs ancêtres raptors, mais c'est au moins un analogue à comment les raptors utilisaient leurs griffes. Et donc ce qu'ils ont découvert, c'est que, enfin du moins ce qu'ils décrivent là, c'est qu'en fait les Seriema n'utilisent pas leurs griffes pour lacérer des proies plus grosses qu'eux. Vous voyez les raptors qui se jettent là sur l'Edmontosaure là pour le lacérer avec leurs griffes, c'est pas ça qu'ils font. D'ailleurs les griffes des raptors ne sont pas du tout aiguisées. Hein, si vous regardez bien la griffe de Alan Grant dans Jurassic Park 1, la griffe elle est pas du tout aiguisée, elle est pointue oui, mais elle est pas aiguisée.
Et donc cette griffe qui est pointue et pas aiguisée devait être utilisée comme celle des Seriema pour bloquer les proies au sol en fait. C'est ce qui vous est illustré là. Donc les Seriema, ils utilisent leur griffe pour bloquer leurs proies au sol et pour pas qu'elles s'échappent. Et donc on parle évidemment de petites proies, donc une fois de plus, pas de la chasse en meute. Bon, en tout cas, ça s'applique au moins aux petits droméosaures, pas forcément aux gros. Ceci dit, il n'y avait pas non plus masse de gros droméosaures. Au-delà de Deinonychus et au-delà de la taille de Deinonychus et du Taraptor, il n'y avait pas non plus masse de grands droméosaures. Mais au moins pour tous les petits droméosaures, maintenant, on a quand même un tissu de preuves qui montre bien qu'ils chassaient des petites proies et pas des grosses. Et donc, qu'ils n'avaient pas besoin de chasser en meute. On reste avec les dinoiseaux. Moitié dinosaure, moitié oiseau, avec la découverte de cet animal ici, qui s'appelle Cratonavis. Et alors Cratonavis, vous en avez entendu parler probablement dans les news, si vous avez vu passer un titre du genre « Un oiseau avec un crâne de T-Rex ». Ouais, c'est ça. Il y a vraiment des trucs qui ont titré « On vient de découvrir un oiseau avec un crâne de T-Rex ». Il y en a qui ont peur de rien, hein. Il y en a qui ont peur de rien pour caser le mot T-Rex absolument partout. Donc non, c'est pas un oiseau avec un crâne de T-Rex. Cratonavis, il est intéressant, on va dire, parce que c'est un oiseau qui, quand vous regardez le squelette, a définitivement le squelette d'un oiseau. Vous regardez la main, par exemple, ici, enfin le bras a des doigts complètement fusionnés. Les 3 doigts de la main sont complètement fusionnés et il n'y a pas de griffes, donc comme les oiseaux. C'est un oiseau du Crétacé, Cratonavis. Du moins si je me trompe pas, c'est un oiseau du Crétacé, on va regarder ça rapidement. Donc c'est un oiseau qui vient, oui, de Crétacé inférieur de Chine, voilà. Donc c'est un oiseau du Crétacé, donc c'est un oiseau qui a vécu en même temps que les dinosaures, mais il a déjà une anatomie d'oiseau, en fait son squelette est déjà celui d'un oiseau, donc vous voyez la main dépourvue de griffes, les pattes arrière avec un bel hallux bien opposable pour saisir les branches, exactement comme un oiseau moderne. Vous avez une allule sur la main, vous avez un pygostyle et un synsacrum, donc il y a plus, la queue est raccourcie, donc il y a plus la longue queue par exemple d'Archéoptérix, et le synsacrum, ça veut dire que les vertèbres du sacrum, les vertèbres du bassin sont fusionnées au bassin lui-même. Donc bref, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un oiseau si vous regardez le corps. Par contre, ce qui est intéressant avec Cratonavis, c'est la tête, parce que sur la tête, on a des alvéoles dentaires, donc ce qui veut dire que Cratonavis avait des dents, et quand on regarde l'os prémaxillaire, on y voit le pif, enfin du moins le pif se trouvait là, vous voyez, si vous remettez l'os en place ici vous avez la narine, le pif, et ici vous avez donc une fenêtre, c'est le dernier reste, si vous voulez, de la fosse antéorbitaire du plan d'organisation archosaure, que les oiseaux aujourd'hui ont perdu. Généralement, cette fosse antéorbitaire est fusionnée ici avec l'orbite. Et ici, vous avez une fosse supratemporale, ici, vous avez une fosse infratemporale, donc le crâne est diapside, et ici, vous avez une absence entre le nasal et le frontal, vous avez absence d'une articulation, celle qui permet au bec des oiseaux de se soulever. Vous voyez que les oiseaux, contrairement à nous qui ne pouvons que baisser la mâchoire inférieure, les oiseaux, eux, ils peuvent aussi soulever la mâchoire supérieure en plus du fait de baisser la mâchoire inférieure. Donc ils ont plus d'amplitude. Et ça, c'est dû à une articulation qui se trouve ici. Et lui, il n'a pas cette articulation. Donc il a effectivement un crâne qui correspond à l'archétype des théropodes. Mais de là à balancer que ça c'est un crâne de tyrannosaure, faut pas déconner. Non, il a un crâne en fait d'Archéoptérix, parce que tout ça on le retrouve dans Archéoptérix. Donc on a vraiment une mosaïque en fait entre un corps d'oiseau définitif et un crâne qui fait penser à Archéoptérix bien plus qu'à n'importe quel autre oiseau du Crétacé en fait. Parce qu'il faut voir que déjà au Crétacé, on a des oiseaux qui ont un bec, on a des oiseaux qui ont perdu les fosses temporales, au moins celles supérieures. Bref, il a un crâne remarquablement primitif comparé à son corps, et ça on s'y attendait pas. Donc c'est pour ça que Cratonavis est intéressant, c'est pas parce qu'il avait un crâne de Tyrannosaurus Rex. Ouais, les médias ils se sont déchaînés pendant le mois de décembre-janvier, hein. C'était de la folie. Et pour terminer avec les dinosaures, une nouvelle étude publiée dans Biology Letters, une revue assez prestigieuse quand on n'est paléontologue, qui nous décrit en fait cette grande carapace d'ankylosaure,
Donc qui s'appelle, alors si vous en avez entendu parler, c'est Zool, c'est un de ces deux ankylosaures qui a été retrouvé quasiment complet. Et donc ce qu'ils ont observé sur Zool, eh ben c'est que les ostéodermes de la carapace, donc ces grosses écailles là ossifiées qu'on voit sur la carapace de cet ankylosaure, en fait les ostéodermes qui sont sur le côté ont des fractures. Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que ces ostéodermes ont été fracturés par un choc venu du côté, un choc latéral. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut produire un choc latéral sur la carapace d'un ankylosaure? Bah évidemment, la grosse massue d'un autre ankylosaure. Donc là, il nous montre pour la première fois des preuves possibles que les ankylosaures utilisaient leur grosse massue, peut-être pas uniquement pour se défendre, mais aussi pour se battre probablement pendant la période de reproduction, ou bien pour établir finalement la hiérarchie de dominance, etc. Il y a quand même un petit hic à cette étude, c'est que là vous voyez, on nous montre donc les ostéodermes endommagés sur ces photos-là. Alors ils sont pas tous super faciles à interpréter, mais au moins ces deux-là, on voit bien la pointe ici et le bout de la pointe de l'ostéoderme, et ici pareil, le bout de la pointe de l'ostéoderme qui est cassé. Il n'y a pas de traces de cicatrisation. Et donc ça veut dire que les dommages, s'il n'y a pas de traces de cicatrisation, ça veut dire que les dommages ont pu être faits après la mort. Alors que s'il y avait eu trace de cicatrisation, ça aurait été définitivement des dommages qui auraient été faits à la carapace du vivant de l'animal. Donc finalement, la seule chose qui soutient que c'est possiblement des traces qui ont été faites pendant un combat queue contre queue, vous voyez, il se serait mis tête bêche et bam, 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 il se serait défoncé à grands coups de queue, titre, c'est finalement la position latérale des dommages. Ce qu'ils disent en gros, c'est que si ça avait été un dommage post-mortem, en fait, d'autres ostéodermes à d'autres endroits de la carapace auraient été endommagés, et ce n'est pas ce qu'ils voient. Le problème, c'est que les preuves sont quand même un peu maigres. C'est un peu maigrichon. Il aurait fallu au moins qu'il y ait de la cicatrisation pour montrer qu'ils étaient encore vivants après le combat. Parce que les combats pour établir la dominance ne sont généralement pas des combats à mort. Généralement, je dis bien. Au point de vue de la sélection naturelle, en fait, un combat pour conquérir une femelle, vous n'avez aucun intérêt, ni vous ni votre adversaire, à ce que ce soit un combat à mort. On sort enfin des dinosaures et on passe maintenant aux reptiles marins, les ichthyosaures, les reptiles marins du Mésozoïque, avec ici un article paru dans une grande revue, Current Biology, une revue prestigieuse, où on a ni plus ni moins que les squelettes de 7 ichthyosaures géants du genre Chonisaurus. Alors vous voyez ici la surface qui a été scannée, et vous voyez ici l'interprétation de cette surface. Donc il y en a un ici, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, représentés par des couleurs différentes. Donc 7 squelettes de Chonisaurus. Alors Chonisaurus, pour vous le replacer, c'est un candidat très sérieux au plus grand reptile marin du Mésozoïque, toutes catégories confondues. C'est pas forcément le plus grand, parce qu'il y a des mosasaures qui tiennent la distance, mais c'est quand même, et Chronosaurus évidemment, qui tiennent la distance, mais ça fait quand même partie du top 5 des bons candidats au plus grand reptile marin qui ait jamais existé, quoi. Donc Chonisaurus, c'est un ichthyosaure, vous voyez une petite silhouette ici, donc ça fait partie de ces reptiles marins qui vont converger vers une morphologie de dauphin, mais Chonisaurus n'en est pas encore là, puisque c'est un des tout premiers ichthyosaures en fait, de la fin du Trias. Donc c'est un des tout premiers en fait ichthyosaures, et c'est pour ça que ses pattes arrière sont encore presque autant développées que ses pattes avant, et que sa queue, vous voyez, n'est pas encore très fortement hypocerque, comme on le verra ensuite chez les ichthyosaures plus tardifs. Donc ça c'est très intéressant. Et ce qu'il y a d'intéressant, donc avec déjà vous imaginez la découverte, regardez là, ça fait 1 mètre. Donc là vous allongez quelqu'un par terre ici, en fait sa tête, si ses pieds sont là, sa tête est là. Ça c'est un être humain là. Ce que je suis en train de représenter là avec les ondulations de ma souris là, ça c'est un être humain. Donc regardez la taille du dépôt, c'est de la folie furieuse. Ils l'ont pas ramené au musée, hein, ils ont construit le musée autour. Hein. Vous pouvez chercher sur internet. Le site s'appelle la West Union Canyon au Nevada. Vous pouvez chercher sur internet des photos, vous verrez, ils ont construit le hangar autour. Hein. Ils ont pas cherché à déterrer tous les squelettes, c'est pas possible. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est déjà qu'ils sont alignés.
Donc on est, vous voyez qu'ils sont tous plus ou moins alignés de haut en bas sur cette image, enfin légèrement de biais, mais c'est déjà intéressant qu'ils soient alignés, puisque ça veut dire qu'en gros c'est probablement un événement d'échouage en fait, hein, comme les cétacés aujourd'hui qui finissent sur la plage, là, échoués sur la plage. Là on est probablement sur un événement d'échouage massif, ce qui arrive par exemple avec certains cétacés comme les globicéphales. On a un événement d'échouage massif, mais on a surtout un événement d'échouage massif qui a impliqué des juvéniles, de très 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 jeunes juvéniles. Regardez là, vous avez la mâchoire d'un adulte ici. D'ailleurs, on remarque qu'il y a de très grosses dents. Il y a cette idée que les gros ichthyosaures du Trias se nourrissaient en fait, se filtraient, étaient filtreurs comme les baleines d'aujourd'hui, parce qu'on pensait qu'ils avaient pas de dents, mais en réalité, regardez, il y a des énormes dents. Donc à la limite, on a peut-être un animal qui se nourrissait par succion, comme les cachalots, par succion, c'est-à-dire en pompant avec sa langue des animaux, des grands invertébrés qui vivaient à l'époque. Donc ça, c'est la mâchoire de l'adulte. Vous voyez, 1 cm hein, l'échelle, et là, vous avez la mâchoire du petit. Donc l'échelle, là, c'est 5 mm. Ça, donc vous voyez, on est ça fait ça s'inclut en fait dans la petite barre d'échelle ici, c'est tout petit. Donc il y a vraiment des tout jeunes bébés ichthyosaures qui étaient avec ces adultes quand ils se sont échoués. Et ça a conduit du coup à l'hypothèse que les bébés ichthyosaures devaient suivre des parents ichthyosaures qui eux-mêmes devaient faire partie de groupes d'ichthyosaures plus grands. Alors il est possible que l'événement d'échouage soit dû à une tempête et qu'ils se sont tous retrouvés par hasard ensemble. Ça, on a toujours c'est toujours le même problème avec les assemblages fossiles, c'est que ce sont des assemblages de morts, ce ne sont pas des assemblages de vie. Donc on sait comment, ça nous montre au mieux comment ils sont morts, mais pas comment ils ont vécu, mais on peut faire l'hypothèse quand même raisonnable que la raison pour laquelle ils étaient tous ensemble au moment où ils se sont échoués, c'est parce qu'ils vivaient ensemble, et la raison pour laquelle il y a des tout petits au sein de cet assemblage, c'est que ces tout petits vivaient avec eux. Donc on a vraiment un groupe social, et l'une des choses qui est remarquable avec ça, c'est qu'en fait il y a des tout petits, il y a des gros adultes, mais il y a rien entre deux. Ça veut dire que les adolescents devaient se faire botter les fesses hors du groupe, comme chez certains cétacés aujourd'hui. Les adolescents se font botter hors du groupe pour aller rejoindre d'autres groupes, et ça permet à l'espèce d'assurer un brassage génétique. Donc ça, ce serait super intéressant si c'était effectivement le cas. Une dernière chose, regardez, ça c'est une section à travers les dents du bébé ichthyosaure, et regardez comment l'émail est plissé. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez le sélacanthe, par exemple, qu'on retrouve aussi chez certains amphibiens du Permien et du Trias. C'est très 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 marrant de voir ça chez les ichthyosaures. Et c'est une structure qui possiblement renforce l'émail dentaire, mais on n'en est pas sûr. On sait pas vraiment à quoi ça sert, ces plis, mais c'est vraiment superbe de les voir préservés de cette façon. Donc voilà, c'est un article qui est quand même super intéressant parce que ça suggère finalement, encore une fois, une vie en troupeau chez les ichthyosaures. D'ailleurs, vous voyez que là, on est sur une catégorie de preuves pour la vie en troupeau qui est complètement différente de celle de l'ankylosaure qu'on a vu plus tôt. C'est pas du tout le même type de preuve, mais ça reste toujours des hypothèses raisonnables à partir d'assemblages fossiles qu'on essaie d'interpréter le plus justement possible. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant avec ça, c'est que ça explique un phénomène marrant. C'est que dans les années 2000, c'est en 2011, vous voyez, en 2011, il y a un chercheur qui avait proposé que en fait la raison pour laquelle on trouvait assez souvent des ichthyosaures du Trias, donc comme Chonisaurus, qu'on trouvait des ichthyosaures du Trias dans des assemblages comme ça, c'était parce que il y avait des kraken, je déconne pas, hein, il y avait des kraken, donc des pieuvres géantes, qui utilisaient les vertèbres de ces ichthyosaures pour faire des autoportraits, vous voyez, pour aligner les vertèbres de telle sorte à ce que ça fasse comme les tentacules, enfin comme les ventouses des tentacules d'une pieuvre. Je ne déconne pas, hein, tout est écrit là, vous pourrez aller lire l'article. Ce serait un autoportrait de pieuvre fait en vertèbre, en colonne vertébrale de Chonisaurus. C'est... Wow. Wow. Donc non, en fait, du coup, maintenant, on a une bonne explication. Cette explication, c'est qu'ils se sont retrouvés alignés, parce qu'ils se sont échoués ensemble, et que c'est le même courant qui les a amenés au même endroit.
et ils vivaient en groupe et c'est pour ça qu'il y en a autant. On termine enfin avec le Mésozoïque, avec cette nouvelle étude qui décrit un nouveau ptérodactyloïde, donc un ptérosaure proche parent de ptérodactyle, découvert en Allemagne. Alors il n'a pas été découvert à Solnhofen comme le ptérodactyle ou comme l'archéoptérix, mais dans un dépôt très 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 similaire que vous voyez ici. C'est aussi du calcaire lithographique de la deuxième moitié du Jurassique. Mais je voulais juste vous montrer, mais c'est la finesse de la préservation du truc. Donc c'est le même type de préservation qu'à Solnhofen. Et donc ce que vous voyez là, voilà, on a une autre image avec une lumière UV si je ne me trompe pas. C'est vous voyez là les deux ailes ici, vous voyez les pattes arrière ici et là, et le crâne se trouve ici, et sur ce crâne vous voyez les dents. Il a des centaines de dents, je crois qu'il y a 400 dents en tout, qui sont alignées et hyper serrées. Donc là vous voyez le dessin interprétatif, qui sont très finement alignés et super serrés, et donc ça fait penser à mort à Ptérodostro. Ça fait, vous voyez, le fameux ptérodactyle rose du livre de Baker, ça fait penser à mort à Ptérodostro, ça fait penser à mort aussi à un flamant rose. Donc c'est probablement un animal qui vivait exactement comme les flamants roses, qui vivait dans la lagune qui a ensuite formé ces calcaires lithographiques. Et dans cette lagune, il remuait la vase et utilisait ses dents pour filtrer les petits invertébrés de la vase. Donc c'est un magnifique exemple de convergence évolutive avec Ptérodostro et avec les flamants roses. Et c'est effectivement une convergence avec les flamants roses, parce que les flamants roses, évidemment, n'ont pas de dents, alors que là, c'est à l'évidence, vous voyez, on voit bien que c'est émaillé. Là, à l'évidence, chez ce ptérodactyloïde, ce sont des dents. Donc son petit nom à lui, c'est Balaenognathus, donc les mâchoires avec des baleines. Donc les baleines, ce sont les fanons en fait. Hein. C'est pas les baleines dans le sens où ils ressemblent à une baleine, mais les baleines en anglais baleen, ça veut dire les fanons. Donc c'est les mâchoires à fanons en fait. Son petit nom veut dire mâchoire à fanons. On sort enfin du Mésozoïque et on arrive maintenant il y a 2 millions d'années au Groenland, où ce nouvel article dans la revue Nature nous décrit que en fait ils ont pris du sol du Groenland, et dans ce sol du Groenland ils ont trouvé de l'ADN, et comme ce sol date de 2000, ce sol gelé du Groenland a 2 millions d'années, ils ont découvert ni plus ni moins que le plus vieil ADN qu'on ait jamais réussi à séquencer. Et ils n'ont pas trouvé qu'un petit peu d'ADN, en réalité ils en ont trouvé beaucoup, vous voyez, il y a du cerf, il y a de l'éléphant, il y a du lapin, il y a de la fourmi, ils trouvent tout. C'est en fait le sol gelé du Groenland a retenu tous les déchets organiques des animaux et des plantes qui vivaient là. Vous voyez qu'il y a même des plantes, hein. Donc tous les animaux, les plantes qui vivaient là, qu'ils soient petits ou grands, ont laissé derrière eux des déchets organiques, hein, des morceaux de peau, de cuticules, de plumes, de crottes évidemment, des excréments, et ça a permis du coup à cette étude de voir le jour, de séquencer tout cet ADN. Donc c'est de l'ADN, on appelle ça de l'ADN environnemental, c'est ce qu'ils disent ici, parce qu'on le trouve pas directement sur les fossiles, mais en réalité on les trouve en faisant des prélèvements de sol, donc des prélèvements de l'environnement. Donc qui l'eût cru en fait que le plus vieil ADN qu'on puisse retrouver ne serait pas contenu dans un os ou dans une structure en dur de manière générale, mais serait en fait contenu dans la terre. Ça, c'est comme de l'ADN, mais ça se trouve dans la terre. Et on a trouvé le nom, c'est de l'ADN environnemental. Donc voilà, c'est plus la curiosité. Ils ont rien découvert de nouveau au final. Ils ont découvert les espèces dont on savait déjà qu'elles étaient là. Et ils ont reconstitué un environnement dont on savait déjà qu'il ressemblait à ça. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça valide la possibilité même de l'existence d'un ADN aussi vieux que 2 millions d'années. En fait, c'est ça la grosse news de cet article, c'est que waouh, on peut trouver de l'ADN qui chiffre en millions d'années. Et donc c'est évidemment dû au froid. Hein. C'est pour ça que c'est au Groenland. On reste dans les latitudes glaciales, dans les latitudes polaires, avec cette fois une modélisation. Donc c'est un modèle informatique qui a été généré afin de comprendre en fait la dispersion des animaux entre l'Asie et l'Amérique du Nord à la fin de la dernière période glaciaire. Donc comment les animaux ont traversé le détroit de Bering à la fin de la dernière période glaciaire. Et en fait ce que cette étude, ce nouveau modèle propose, c'est que en fait le détroit de Bering n'était pas inondé quelque part
entre 46 000 et 36 000 ans. Et ça, c'est très intéressant parce que on a trouvé des empreintes humaines vieilles de 24 000 ans en Amérique du Nord qui ont d'un seul coup repoussé l'arrivée de l'être humain de 15 000 ans à au moins 24 000 ans. Et au moins 24 000 ans, ça veut dire probablement 30 000 ans, en réalité. 25 à 30 000 ans. Et là, en l'occurrence, c'est exactement ça qu'ils trouvent, à savoir que leur modèle indique que le détroit de Bering n'était pas inondé pendant une petite période, pendant 10 000 ans quand même, entre 46 000 et 36 000 ans. Et ça colle quasiment parfaitement avec ce nouveau scénario qui a émergé il y a moins de 5 ans, parce que c'était quand? C'était il y a 2 ans, même pas, qu'on a découvert ces empreintes. Avant ça, les plus vieilles preuves de présence humaine avaient 15 000 ans. Donc on se doutait que peut-être 20 000 ans c'était possible, mais maintenant on parlait de 25 000, 30 000 ans, et là on parle même carrément de 46 000 à 35 000 ans. Alors après, ça reste une modélisation. Les modélisations, elles incluent des phénomènes climatiques, des phénomènes géologiques, etc., etc. Mais une modélisation, ça ne vous donnera pas plus de résultats que les données que vous rentrez dedans. C'est pas une reconstitution de la réalité, c'est un modèle. Hein. Ça reste un modèle. Mais si le modèle est juste et peut être interprété de façon fiable, alors on s'attendra effectivement à trouver des êtres humains en Amérique du Nord durant cet intervalle de temps. Donc on verra dans le futur si ce modèle est validé ou non par les découvertes archéologiques. Et pour finir avec les mammifères, les chimpanzés modernes, dont l'étude du comportement d'une population particulière de chimpanzés, je crois que c'est en Tanzanie, montre que les chimpanzés sont très fortement bipèdes dans les arbres. Ouais, c'est ce que vous montre ce graphe-là. La bipédie au sol, pas tant que ça. La bipédie dans les arbres, beaucoup. Énormément. 86% du temps passé en posture bipède chez cette population de chimpanzés de Tanzanie, c'est de la bipédie arboricole. Et ça, du coup, ça a des implications sur l'évolution de notre propre bipédie à nous, parce que vous savez que dans le modèle de l'East Side Story, on est devenu bipède parce que y avait plus d'arbres. Basiquement, le climat s'est asséché, il y avait plus d'arbres et pouf, on serait devenu bipède. Bon, ça c'est un modèle qui a été largement remis en question par la découverte de Toumaï. Et donc Toumaï, il a été retrouvé dans un environnement qui était plutôt boisé. On a un scénario avec Toumaï où Toumaï vivait dans un environnement boisé mais était déjà bipède, et donc là on a les données sur cette population de chimpanzés qui montrent que ces chimpanzés-là, quand ils sont bipèdes, c'est dans les arbres. Et donc la bipédie arboricole qui permet de se déplacer de façon un peu plus safe, vous voyez, vous pouvez tenir les branches en l'air et en même temps marcher sur les branches. Donc vous êtes stable, et ça vous permet notamment de ramasser pas mal de nourriture visiblement. C'est surtout pour ramasser la nourriture qu'ils sont bipèdes, pas tellement pour se déplacer. Pour se déplacer, ils vont certainement préférer se balancer, ou la quadrupédie arboricole. Mais par contre, la bipédie arboricole, c'est pour collecter la nourriture, puisqu'évidemment, vous avez des longs bras, vous vous tenez debout, donc vous allez chercher plus loin autour de vous, en fait, avec cette bipédie arboricole. Donc ça, c'est un résultat très intéressant, parce qu'il a des implications directes sur notre compréhension de l'origine et de l'évolution humaine. Et puis enfin, on va terminer avec, alors j'allais dire des invertébrés, mais non, c'est pas des invertébrés, on sort carrément du règne animal, on va chez les champignons. Prototaxites, si vous ne le connaissez pas, c'est un fossile très mystérieux du Dévonien. C'est un fossile très mystérieux parce que ça peut faire de 2 à 3 mètres de long, et ça ressemble à une énorme pine. Voilà. Ça a une énorme forme phallique de 2 à 3 mètres de long. Et on savait pas trop ce que c'était, Prototaxites. Alors il y en a qui ont proposé que c'était un gigantesque champignon qui poussait comme ça sur 2 mètres 3 mètres de haut. Et donc dans ce nouvel article du Canadian Journal of Microbiology, cette nouvelle étude propose qu'en fait Prototaxites n'était pas un champignon tourné vers le haut, mais qu'en fait Prototaxites était un rhizome. Vous voyez, un rhizome, c'est ça. Donc ça, c'est exactement la forme effectivement de Prototaxites, juste en
beaucoup plus gros, mais c'était un rhizome, c'est-à-dire une sorte de racine de champignon. On n'appelle pas les racines de champignons, on n'appelle pas ça des racines, on appelle ça des rhizomes, parce que racine c'est réservé au règne végétal, ce que ne sont pas les champignons. Donc ils ont analysé la structure interne de Prototaxites grâce à des sections fines, ils ont analysé la géochimie, donc la chimie de la composition de Prototaxites, et ils ont trouvé que ça colle quand même pas mal avec un rhizome de champignons modernes. Et donc ils en concluent que Prototaxites c'était plutôt ça en fait, c'était un genre de racines de champignons qui couraient au sol. Et donc ça explique aussi comment ils arrivaient à atteindre des tailles gigantesques, c'est qu'en fait ils ont jamais été verticales, ils ont toujours été horizontales. C'est quand même vachement plus facile de grandir à l'horizontale que de grandir à la verticale. Donc ça, c'est intéressant, c'est une nouvelle étude qui mine de rien révolutionne la compréhension d'un fossile qui était resté mystérieux jusqu'à présent. Même si vous connaissiez pas Prototaxites, sachez que Prototaxites, c'était un des grands mystères de la paléontologie moderne. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette gigantesque pine du Dévonien? Eh ben, c'était un rhizome. C'était un rhizome. Et pour conclure ce Paléo News, 2 nouvelles études qui enlèvent des grosses épines dans le pied de la théorie de l'évolution. Le premier, publié dans la revue prestigieuse PNAS, PNAS pour les intimes, qui résout le problème de l'origine des protéines, puisque on savait pas trop, en fait, on sait pas trop comment les protéines s'assemblent pour former des chaînes d'acides aminés. Donc on a l'influence possible de certains argiles qui permettent de catalyser l'assemblage des acides aminés en protéines. On a proposé les roches volcaniques, très abondantes dans la Terre primitive, permettant l'assemblage, qui permet de catalyser aussi l'assemblage d'acides aminés pour former des protéines. Et en fait, vous avez cette nouvelle étude de PNAS, dans PNAS, qui nous dit qu'en fait, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin d'argile, il n'y a pas besoin d'argile, il n'y a pas besoin de roches volcaniques. En réalité, les gouttes d'eau suffisent. Et ça, c'est quand même une étude qui a grave la classe. Donc, j'ai pas la prétention de comprendre ça, c'est de la biochimie. L'origine de la vie, en général, c'est une question de biochimie, j'ai pas la prétention de comprendre. Je vous mets l'article en description. Mais en gros, ce qu'ils disent, c'est que voilà, on n'a pas besoin de tout ça. Des gouttelettes d'eau qui s'évaporent, ça suffit. En fait, la surface des gouttelettes, la tension de surface de l'eau sur les gouttelettes suffit en fait à catalyser l'assemblage des acides aminés. Et le fait que la gouttelette ensuite s'évapore va souder en fait les acides aminés entre eux. Et c'est juste de la folie. C'est juste de la folie, quoi. En fait, tous les ingrédients étaient là sur Terre. Je veux dire, les comètes, on sait qu'elles ont des acides aminés, hein. On le sait depuis longtemps que les comètes, ces objets stellaires de manière générale qui formaient le système solaire primitif avaient des acides aminés. Donc il y avait des acides aminés sur Terre. Ça, on le sait déjà. Et maintenant, on sait grâce à cet article qu'en fait, il y a besoin de rien pour qu'ils s'assemblent pour former des protoprotéines, donc des peptides, hein, c'est ce qu'ils appellent des isomères peptidiques, donc des protoprotéines. Et ça a besoin de rien. Il y a besoin littéralement de rien. L'argument créationniste de il faut des protéines pour synthétiser des protéines, donc la vie elle a pas pu apparaître toute seule, il s'effondre complètement cet argument. Il y a besoin de rien, de l'eau et des acides aminés, point barre. C'est prodigieux. J'adore, je suis fan. Et puis cet autre article qui aussi enlève une autre épine du pied de la théorie de l'évolution, c'est comment qu'on crée des nouveaux gènes. Et enfin, les créationnistes évidemment vous demanderont, montre-moi un nouveau gène, vas-y, montre-moi là comment ça apparaît un nouveau gène. Cet article le fait, voilà. Des nouveaux gènes apparus chez l'humain en plus. Alors là, c'est pour foutre les créationnistes en PLS, c'est caviar. Donc la naissance des novos, donc de nouveaux gènes, enfin de nouvelles protéines fonctionnelles dans la lignée humaine, donc ces protéines fonctionnelles qui sont créées à partir de gènes qui apparaissent spontanément dans des séquences non codantes. Alors là, je dis chapeau. Encore une fois, pas la prétention de comprendre tout l'article. Je peux difficilement émettre un avis critique, mais si c'est vrai, c'est uppercut droite direct dans la face des créationnistes. Et très honnêtement, je préfère croire ce qui est dit dans Cell Reports, qui est un journal très prestigieux de la série des Cells, de Cell Press, que les arguments sortis de nulle part des créationnistes.
Voilà, c'était Paléo News, je vous remercie de l'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'anciens, et je vous dis à très bientôt.